Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement sociologue, pas philosophe, donc je m'excuse par avance d'avoir un propos qui est davantage sociologique que philosophique, mais j'espère que mon intervention vous donnera goût pour l'enquête de terrain, parce que c'est ça que font les sociologues. Ils vont sur le terrain, ils conduisent des enquêtes, et donc si par malheur vous échouez à votre agrégation de philosophie, ce que je ne vous souhaite pas, vous pouvez toujours vous rabattre sur l'anthropologie ou la sociologie. Voilà, donc dans mon intervention d'aujourd'hui, je propose je propose de réfléchir à la relation entre paix et justice dans une perspective anthropologique, donc et non philosophique, à partir d'une enquête que j'ai menée auprès de la Cour pénale internationale. Donc, c'est cette institution que vous voyez sur ce slide. C'est ici que j'ai mené une enquête pendant 5-6 ans, je ne sais plus, plusieurs années en tout cas. C'est une institution qui est située dans la ville de La Haye, aux Pays-Bas. Et pendant ces presque 10 ans d'enquête, j'ai observé de l'intérieur le fonctionnement de cette cour, qui est une juridiction pénale permanente chargée de poursuivre et juger des individus responsables des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. La Cour pénale internationale a été créée en 2002 par un traité appelé le Statut de Rome. Voilà, elle repose sur le principe de complémentarité. Peut-être vous en avez entendu un peu parler. La CPI n'intervient qu'en dernier recours lorsque les autres voies ont été épuisées ou que l'État concerné n'a pas la volonté ou la capacité d'engager les enquêtes ou les poursuites. D'accord ? Donc, la CPI, elle peut intervenir de sa propre initiative, elle peut être saisie par un des États parties de la Cour ou, c'est très exceptionnel, par le Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce jour, 125 États ont ratifié le statut de Rome, donc ce traité fondateur de la CPI, mais certaines grandes puissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël ne l'ont pas fait. Les États-Unis ont signé le statut de Rome mais ne l'ont jamais ratifié. Et dans une période plus récente, vous en avez peut-être entendu parler dans les journaux, dans les médias, l'administration Trump est particulièrement agressive contre la CPI, surtout depuis l'émission des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Elle est particulièrement agressive. Elle a prononcé des sanctions contre le procureur de la CPI, Karim Khan. Et ces sanctions, elles ont des effets très concrets. C'est-à-dire Karim Khan, il n'a plus accès à son adresse professionnelle qui est gérée par Microsoft. Ses comptes bancaires aux États-Unis, au Royaume-Uni ont été gelés. Il ne peut pas, par exemple, se déplacer aux États-Unis. Et les sanctions du gouvernement Trump ont également visé les juges de la CPI. Quand la CPI a émis ses mandats d'arrêt, il n'y a pas que Trump. Avant lui, Biden a jugé ces mandats d'arrêt de scandaleux. Benjamin Netanyahou les a jugés d'antisémites. Donc voilà, on est vraiment dans un rapport de force très important entre cette administration Trump et la CPI. Et il s'agit d'une attaque non seulement contre la CPI comme institution, mais il s'agit aussi d'une attaque contre les fondements mêmes du droit international humanitaire. Alors, en ce qui concerne mon enquête... je me trompe de... Donc, en ce qui concerne mon enquête s'est appuyée sur des observations de procès, sur des entretiens avec les professionnels de la Cour, donc des juges, des avocats de la défense, de l'accusation, avec des greffiers, parce que, je précise pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, la CPI, c'est une institution hybride qui mêle le droit continental et la common law. Et donc, vous avez deux entités qui s'opposent, en gros, dans les procès. Vous avez le procureur qui mène des enquêtes à charge et à décharge. Ça, c'est important à souligner. Les enquêtes, elles sont à charge, mais aussi à décharge, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de transmettre à la partie adverse tout élément disculpant
d'accord, dans ces enquêtes, ça c'est vraiment important. Et de l'autre côté, vous avez la défense qui mène aussi ses propres enquêtes. Voilà, et donc j'ai surtout observé les procès. Là, vous voyez un peu l'une des salles d'audience de la CPI. Donc en gros, moi j'étais assise ici, hein. J'avais aussi un casque comme tout le monde. Ici, vous avez les juges, là vous avez des assistants judiciaires, des greffiers. Ici, vous avez l'équipe du procureur. D'accord ? Là, vous avez l'équipe de la défense. Ici, vous avez l'accusé. Sur les côtés, vous avez des interprètes parce que tout ce qui est dit dans le prétoire est interprété en anglais et en français, qui sont des langues officielles de la Cour. Et donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps, plusieurs années, ici, dans cette galerie publique, à écouter les témoins parce que j'ai beaucoup travaillé sur les témoignages. Les procès sont très longs, ils durent entre 2 et 5 ans. Et dans chaque procès, vous avez une centaine de témoins à charge, donc les témoins de l'accusation, ou à décharge, les témoins de la défense. Et chaque témoin est interrogé puis contre-interrogé par la partie adverse. Vous voyez, un peu comme dans les séries américaines, où vous avez deux parties qui se font un peu la guerre dans le prétoire. Voilà, donc c'était ça mon enquête. Suivre les procès, mais je me suis vraiment intéressée non seulement, parce que c'est vrai que les sociologues, souvent, on n'a accès qu'au prétoire, mais moi, ce qui m'a intéressée aussi, c'est tout ce qui précède la phase du procès, c'est-à-dire les enquêtes, comment est-ce qu'on mène les enquêtes pour crimes de guerre, voilà, quelles sont les contraintes, en fait, qui organisent un travail d'enquête, parce que les enquêteurs, surtout de la CPI, ils vont aller enquêter dans une diversité de pays, donc, dont ils ne parlent pas la langue, ils ne maîtrisent pas le contexte politique, culturel, etc. C'est des Blancs qui se rendent dans le pays qui sont majoritairement noirs. Donc voilà, comment ils trouvent des appuis pour voir, pour comprendre ce qu'ils vont investiguer. Voilà, donc je me suis intéressée aux enquêtes, aux procès et aussi à la façon dont cette institution produit ses jugements. Les jugements, c'est des documents qui peuvent faire entre 600 et 1000 pages et qui se rédigent tout au long du procès. C'est un travail collaboratif, c'est un vrai travail collectif. Voilà, tout le monde, parce que le juge, il est assisté d'assistants judiciaires, donc tout le monde participe à la rédaction de ce jugement et je m'étais aussi intéressée à cette phase-là, c'est-à-dire comment s'élabore, comment se fait le tri, par exemple, entre des témoins crédibles, non crédibles, etc. Voilà, c'était ça mon enquête. Alors, sur le plan... attendez, oui, je ne vais pas... alors, la Cour, elle existe depuis 23 ans. Mais en 23 ans d'existence, elle n'a prononcé que 11 condamnations. Donc c'est très peu. Et disons qu'un criminel de masse, si je veux vraiment verser dans l'ironie, s'en sort mieux qu'un assassin du coin. D'accord ? Donc ce chiffre, qui est quand même très très bas, illustre la vulnérabilité de cette institution et son impuissance à traduire les principaux responsables en justice. Ce qu'il faut savoir, et on oublie souvent de le dire, c'est que la Cour pénale internationale, elle n'a pas de force de police propre. C'est une institution, et d'ailleurs il y a une dualité qui est constitutive de son statut. C'est une institution judiciaire, donc en tant que telle, elle se doit d'être neutre et indépendante, mais la Cour pénale internationale est aussi une organisation internationale, et donc en tant que telle, complètement dépendante des États membres de la CPI. D'accord ? Et ces États membres ne coopèrent pas. Voilà, très souvent, dans plein de situations, ces États membres refusent de coopérer. Et d'ailleurs, dans la période récente, vous avez vu, quand la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, la France, elle fait quoi ? Elle dit, on offre, enfin au début, c'était en tout cas le cas, on offre l'immunité à Benyamin Netanyahou. Alors même que la France est un État membre de la CPI. Donc la CPI n'a pas de force de police propre, elle est entièrement dépendante des États parties pour mener à bien sa mission et on peut craindre qu'aucun accusé inquiété dans les guerres en Ukraine ou à Gaza ne sera traduit en justice. Ce que je n'espère pas, mais voilà, je pense que ça va être très très difficile dans le contexte actuel. Donc au cours de mon enquête qui s'est étalée sur 10 ans, j'ai suivi plusieurs procès, notamment des procès qui mettaient en cause des chefs de guerre
congolais et ougandais. Et j'ai également suivi le procès de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et de son ministre de la Justice, Charles Blé Goudé. Alors, mon intervention d'aujourd'hui va se concentrer sur le seul cas ougandais. J'ai un peu réfléchi comment j'allais incarner mon propos pour illustrer ces tensions entre paix et justice. Donc, j'aurais pu prendre un autre exemple, mais j'ai choisi de prendre le cas ougandais et plus précisément les enquêtes du bureau du procureur dans ce pays. Alors, ce qu'il faut savoir quand même quand on dit Cour pénale internationale, c'est quoi? Si on dit par exemple... le HESS, ça n'a aucun sens. Enfin, le HESS est organisé en différents départements, etc. Donc, la Cour pénale internationale, c'est la même chose. Il y a plusieurs organes qui composent cette cour. Et souvent, dans les médias, quand vous entendez parler de la CPI, en fait, ce dont on parle, c'est le bureau du procureur. Ce bureau du procureur est composé de 400 fonctionnaires, donc c'est quand même un organe assez massif de la CPI, et il est chargé c'est un organe de poursuite et d'investigation. D'accord, c'est le procureur qui mène des enquêtes. Et donc je vais vous décrire un peu la situation dans laquelle ce procureur, le pauvre procureur, s'est retrouvé. Ce cas ougandais, il est intéressant parce que pour la thématique qui nous occupe aujourd'hui, parce que l'intervention de la CPI, quand le procureur il décide d'ouvrir son enquête, a suscité de très fortes résistances de la part d'acteurs locaux, des organisations humanitaires, la société civile, les communautés affectées, qui ont perçu la justice internationale comme une menace pour le processus de paix. D'accord ? Donc, ils ne voulaient pas de la CPI, ils ne voulaient pas de ces enquêtes du procureur, non parce que, comme en Yougoslavie, Isabelle Delpla en parlera demain, non pas comme en Yougoslavie où les Serbes, les Croates, etc. voulaient à tout prix nier les crimes qu'ils avaient commis et ce discours contre le TPY était porté par des nationalistes, les ultras, etc. Là, pas du tout. C'est des gens qui sont plutôt de gauche, qui sont plutôt sympathiques, on pourrait dire, mais qui n'aimaient pas du tout cette intervention du procureur. Ils l'ont perçu comme une menace pour le processus de paix. Et cette réaction invite à poser... Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, cette réaction de résistance à la CPI invite à poser la question suivante. Pourquoi la justice, censée être une condition de la paix, selon le credo « pas de paix sans justice », en vient-elle à être vécue comme un obstacle à celle-ci? Qu'est-ce qui explique ce renversement épistémique? Pourquoi, d'un coup, on considère que cette justice est un obstacle à la paix? Donc, mon exposé d'aujourd'hui va s'articuler autour de deux questions principales. Comment ces acteurs locaux en Ouganda ont-ils perçu puis redéfini la tension entre paix et justice face à l'intervention de la CPI? Et que révèle le cas ougandais des frictions entre justice pénale internationale et processus locaux de réconciliation et de paix? Donc en gros, je n'essaie pas dans mon intervention de définir la paix, etc., mais plutôt de regarder comment la paix ou l'appel à la paix agit en situation. Comment elle agit concrètement en situation. Alors, ce cas ougandais, je vais vous montrer une petite carte de l'Ouganda qui a été réalisée par un ami à moi qui s'appelle Jean-Philippe Sassen, excellent auteur de bande dessinée, je vous conseille, Deo Gracias, une BD qu'il a consacrée au génocide des Tutsis au Rwanda. Voilà, ça c'est une carte de l'Ouganda. Moi j'ai aussi enquêté en Ouganda, je suis allée dans le nord du pays. Ce cas ougandais, il met en lumière une tension largement étudiée dans la littérature entre une justice globale et des crimes commis dans des contextes locaux. Quelle est la meilleure approche pour juger les crimes internationaux? Faut-il privilégier une justice punitive, prônée par la CPI, ou plutôt opter pour une justice restaurative, fondée sur le pardon et la réconciliation? Donc, quel modèle de justice après un conflit violent? Punition ou réconciliation, pardon. Le procureur de la CPI de l'époque, l'Argentin Luis Moreno Ocampo, qui était le premier procureur de la CPI, pour qui, je le cite, « la justice n'est pas une marchandise dont le prix peut se négocier », s'est retrouvé, souvent malgré lui, au cœur de ce débat
qui freina considérablement ses efforts pour traduire les principaux suspects devant la cour à La Haye. Alors là, pour commencer, je vais vous donner quand même quelques éléments de contexte. Voilà. L'Ouganda est le premier État État membre de la CPI à avoir saisi la Cour pour enquêter sur la situation dans son pays. Le 29 janvier 2004, à Londres, le procureur Louis Moreno Ocampo annonce, main dans la main avec le président ougandais Museveni, l'ouverture d'une enquête sur les crimes commis par la Lord Resistance Army, en français c'est Armée de résistance du Seigneur, un groupe de rebelles ougandais qui, depuis la fin des années 80, mène une guerre de guérilla contre le gouvernement ougandais dans le nord du pays, en région Acholi. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est ici, voilà, et le chef-lieu de cette région Acholi s'appelle Gulu. Voilà, donc la LRA est située ici, et depuis la fin des années 80, ils mènent une guerre de guérilla contre le sud en fait du pays et contre l'armée régulière ougandaise. Mais dès l'annonce en 2004 de notre cher Ocampo, cette annonce, elle suscite une vive résistance qui s'organise et qui émane d'une diversité d'acteurs. Chef traditionnel Acholi, donc là, dans le nord du pays, c'est appelé Acholi. Et la LRA, le peuple qui compose ce groupe armé, il s'appelle les Acholi. Donc, résistance à la CPI de la part des chefs traditionnels Acholi, de la famille d'enfants enlevés, parce que la LRA est connue pour enlever des enfants, des ONG et aussi des universitaires qui sont spécialistes. Donc les universitaires, les chercheurs en sciences humaines et sociales, ils étaient très engagés dans ce débat. Pour ces groupes hétérogènes, une justice restaurative axée sur le pardon et la réconciliation apparaît plus adaptée que la justice punitive promue par la CPI. Donc ce débat, il n'est pas inédit. On l'a déjà retrouvé au Rwanda, au Sierra Leone, etc., dans d'autres, surtout dans les pays africains. Mais le cas ougandais présente une singularité. L'appel à la justice restaurative ne découle pas exclusivement d'une opposition de principe à la justice pénale internationale. Elle s'ancre dans la spécificité même de ce conflit que je vais brièvement retracer. Donc, je vous ai dit, la violence exercée par la LRA vise principalement les Acholi. Donc, les Acholi, bon, bien sûr, ils s'attaquent à l'armée régulière, mais la LRA s'attaque aux membres de leur propre communauté. D'accord ? Donc, c'est pas comme au Rwanda où les Hutus massacrent les Tutsis, c'est pas comme en Yougoslavie où les Serbes massacrent les Croates. D'accord ? Là, c'est une violence intracommunautaire. Pour les partisans de la justice restaurative, donc ceux qui disent paix d'abord, justice ensuite, identifier et sanctionner les responsables ne revient donc pas à punir des étrangers ou des envahisseurs, des membres de leur groupe, mais à juger ceux issus de leur propre communauté. Donc l'accent mis sur la justice restaurative prend tout son sens dans un contexte marqué par cette violence intracommunautaire. Le chef de la LRA, il s'appelle Joseph Kony, c'est ce monsieur que vous voyez là. Donc c'est un prophète de guerre. C'est un prophète de guerre qui affirme agir sur l'ordre d'un esprit saint et qui veut créer un nouvel Acholi, libéré des mauvais éléments. Je ne sais pas si vous connaissez Jonathan Liddell, qui est journaliste humanitaire, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Bienveillantes et qui a aussi réalisé un film qui s'appelle Wrong Elements sur les enfants soldats de la LRA. Donc, Kony, le but de Kony, c'est créer un nouvel Acholi, purifier ces Acholi, par la violence, mais purifier les Acholi par la violence. Au départ, la LRA bénéficie du soutien des villageois.
des Acholi, d'accord? Parce que l'armée gouvernementale commet de nombreux crimes, pillages, viols, etc., contre cette population. Donc au départ, les villageois, ils sont pour ce groupe de guérilla. Mais petit à petit, la violence de la LRA se tourne contre les villageois qui sont accusés de collaboration avec le gouvernement. Donc, si vous voulez, les villageois, ils se sont retrouvés dans une position inextricable où d'un côté, ils subissaient la violence du gouvernement et de l'autre côté, ils subissaient la violence de la LRA. Et cette violence, elle était quand même particulièrement cruelle parce que les villageois subissaient de nombreuses mutilations. Nez, oreilles et mains étaient coupés et les bouches cadenassées pour empêcher toute dénonciation aux autorités. Alors, ce qui est aussi l'une des singularités de cette violence de la LRA, c'est qu'elle visait en premier lieu les enfants issus de la communauté Acholi. Conformément à cette idéologie de la purification du peuple Acholi prônée par Joseph Kony, les enfants sont enlevés dans le but de les débarrasser des mauvais éléments qui les contaminent. Ils subissent, quand ils sont enlevés très souvent sur la route des écoles, d'accord ? Quand ils sont enlevés, ils subissent un rite d'initiation très strict. Ils sont enduits de beurre de karité, ils sont marqués d'une croix de cendre blanche sur leur front et leur poitrine et ils doivent oublier leur famille et leur village. Donc l'idée, c'est vraiment de briser ce que Joseph Kony a appelé leur mentalité de civil. Il faut tuer le civil qui est en toi. Et donc, pour tuer cette mentalité, briser cette mentalité de civil, ces enfants sont parfois contraints à commettre des violences contre leurs proches. Le retour au village devient impossible après ces actes de cruauté, lorsqu'on a été contraint de piller les maisons de ses voisins et de violer sa propre mère ou sa sœur en présence du père. Donc c'est ça, c'est ce que signifie briser la mentalité de civil. Et donc vous voyez que cette violence de la LRA, elle a créé une zone grise entre bourreaux et victimes qui rend la quête de justice extrêmement complexe. Enlevés très jeunes, contraints de commettre des crimes contre leurs proches, les enfants soldats de la LRA sont à la fois victimes de la LRA, ils ont été enlevés, ils ont été contraints à commettre des actes de violence, mais ils sont aussi auteurs d'atrocités envers les villageois. D'accord ? Une fois enlevés, ils passent plusieurs années au sein de la LRA. Ils deviennent des combattants à part entière. Si leur violence se banalise avec le temps, elle ne résulte pas d'un choix délibéré. D'accord ? Et donc, les communautés se trouvent alors face à un dilemme. Punir ces jeunes combattants revient à frapper leurs propres enfants enrôlés contre leur gré. Et les appels à la justice restaurative et la défiance envers l'intervention de la CPI doivent être compris à la lumière de cette violence exercée par les siens contre les siens. Alors, la résistance à la CPI s'explique par un autre facteur. En janvier 2000, Museveni adopte une loi d'amnistie. Et cette loi d'amnistie offre protection aux combattants qui acceptent de rendre les armes. D'accord ? C'est arrivé dans d'autres pays, hein, ce n'est pas spécifique à l'Ouganda, mais ici, une loi d'amnistie. Et cette mesure pousse des centaines de combattants de la LRA, donc les anciens enfants soldats enlevés de force, à rendre leurs armes et à regagner leur communauté. Ils ont même mis en place une radio locale, Mega FM, qui diffuse quotidiennement les messages de combattants amnistiés qui encouragent leurs anciens camarades à se rendre. Mais Joseph Kony, lui, il rejette ces lois. Il dit que c'est un piège tendu par Museveni. Il fait tout pour empêcher ces combattants à rendre leurs armes, évidemment. Et Museveni, comme c'est un gars particulièrement rusé, donc il propose la loi d'amnistie et en même temps, il lance une opération qui s'appelle Pointe de fer, qui vise à éradiquer la LRA. Voilà. Et donc, il engage 10 000 soldats. La LRA, c'est à peu près 3 000 combattants, pour vous donner une idée de ce groupe de guérilla. Donc, c'est à peu près 3 000 combattants. Les femmes, je compte aussi les femmes là-dedans. Donc, il va lancer cette opération. Et la LRA, à partir des années 2000,
elle va être constamment pourchassée par des hélicoptères de l'armée gouvernementale. Et pour se nourrir, ils vont attaquer les déplacés qui se trouvent dans des camps de réfugiés dans le nord de l'Ouganda. Parce que Museveni aussi, il va forcer la population du nord du pays à aller dans les camps, soi-disant pour les protéger contre les attaques de la LRA. Et donc, si vous voulez, c'est dans ce contexte de chaos apparemment sans issue, donc amnistie d'un côté, mais en même temps on vous bombarde, voilà, que le procureur argentin, il annonce l'ouverture de son enquête. Et donc, vous comprenez pourquoi il y a eu des résistances. Et ces résistances, soulèvent les personnes qui s'opposent à la LRA, commencent à poser une série de questions. Si le procureur ouvre une enquête, est-ce que les enfants enlevés oseront-ils revenir s'ils risquent désormais des sanctions ? La LRA acceptera-t-elle encore de participer aux négociations de paix alors que les mandats d'arrêt visent ses dirigeants ? La recherche de justice ne risque-t-elle pas, dans un contexte aussi instable que celui du nord de l'Ouganda, de compromettre les chances de paix ? Parce que la guerre est toujours en cours. Et très souvent d'ailleurs, parce que bon, le procureur est toujours critiqué pour ses enquêtes, etc. Mais il faut savoir que les enquêtes du procureur sont souvent menées dans des contextes de guerre, de conflit, quand le conflit n'est pas encore terminé. Et puis, qui va juger les crimes commis par l'armée ougandaise ? Parce qu'il n'y a pas que la LRA qui commet les crimes. Donc ça, c'est les questions qui sont posées par les opposants à la justice pénale internationale. Et donc les arguments avancés par les détracteurs de la CPI reposent sur au moins deux registres. Le premier est d'ordre purement idéologique. Selon eux, la justice appartient avant tout au peuple et ne saurait être imposée d'en haut, ni par des normes internationales, ni par des étrangers qui méconnaissent tout de l'histoire et des réalités du pays. D'accord ? C'est au peuple de se prendre en main. C'est aux communautés concernées, un peu ce que vous avez vu peut-être en Syrie aussi, où il y a eu des débats. Est-ce que c'est à nous d'instruire nos propres procès ou est-ce qu'on doit imaginer d'autres formes de sortie de conflit ? Donc, selon cette vision, il revient aux Acholi eux-mêmes de définir les voies de sortie du conflit. Ce n'est pas Moreno Ocampo. Mais à côté de cette opposition de principe à la justice pénale internationale, les appels en faveur de la justice restaurative reposent aussi sur des arguments pragmatiques. Deux organisations de défense des droits humains, Human Rights Focus basée à Gulu et Refugee Law Project de l'université Makerere à Kampala, défendent cette position. Leur réserve vis-à-vis de la CPI n'est pas idéologique, mais découle des particularités mêmes de ce conflit. Ces organisations rappellent combien cette violence de la LRA a brouillé les frontières entre victimes et bourreaux. Un combattant de la LRA qui est tué est appelé un rebelle, mais si un combattant de la LRA rend des armes, alors il est considéré comme une victime. Cette ambiguïté place les civils, les communautés villageoises dans une situation complexe. Et là, vous pouvez voir cette citation. Donc, même si les civils abhorrent clairement les actions de la LRA, ils ne peuvent pas simplement souhaiter qu'elle soit anéantie militairement, car cela reviendrait à tuer leurs propres enfants. Dans ce contexte de brouillage de la frontière entre bourreaux et victimes, la justice punitive cesse d'apparaître comme l'unique modèle possible de sortie de conflit. Ne conviendrait-il pas en effet de privilégier la réconciliation et le pardon plutôt que de condamner définitivement ceux qui ont été forcés de commettre des actes de violence, comme le prévoit d'ailleurs la loi d'amnistie? Sans rejeter frontalement l'intervention de la CPI, les chefs traditionnels Acholi et les leaders chrétiens estiment le moment mal choisi pour engager les poursuites pénales. La paix doit précéder la justice, déclare le chef suprême des Acholi, David Onen Ochana, que je cite ici. Vous voyez, il dit « Nous avons tous besoin de justice. La paix et la justice vont de pair, mais travaillons d'abord à la paix et ensuite à la justice. »
Cela dit, placer la paix avant la justice ne signifie pas pour autant accepter l'immunité. C'est une question de temporalité. Aucun des opposants à la CPI ne souhaite épargner Joseph Kony ou laisser les crimes de la LRA impunis. Ils considèrent seulement la paix comme un préalable indispensable à l'exercice de la justice. Et alors, ce qui est particulièrement intéressant avec ce cas ougandais, c'est que ces opposants à l'intervention de la CPI, ils vont faire appel à la tradition. Donc, dans les traditions et mécanismes de résolution des conflits propres aux Acholi, les partisans de la justice restaurative trouvent une alternative à la justice prônée par la CPI. Et ils se réclament fréquemment en modèle, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler des gachacha rwandais. Donc, les gachacha rwandais, ce sont des tribunaux communautaires qui existaient au Rwanda avant la colonisation. Il s'agissait c'est une forme de justice coutumière, si vous voulez, où les anciens, c'est sur une... Gachacha, ça veut dire pelouse en Kinyarwanda, d'accord? Pelouse ou herbe courte. Et traditionnellement, les anciens du village se réunissaient sur cette herbe pour résoudre les conflits fonciers, familiaux, civils, etc. D'accord? Et l'accent était ils recherchaient davantage la réconciliation, d'accord, que la punition. Et donc, ce qui est intéressant, mais c'est spécifique au génocide des Tutsis. D'ailleurs, c'est juste petite précision, on ne dit pas génocide rwandais, on dit génocide des Tutsis au Rwanda. Vous avez un billet sur France Culture là-dessus qui est très intéressant. Mais voilà, donc c'est vraiment très spécifique au génocide des Tutsis, mais il faut savoir que c'est gachacha, qui est en fait une forme de justice au ras-le-sol. Vous voyez, là, c'est les victimes qui jugent leurs bourreaux. Et ces gachacha, entre 2002 et 2012, ont jugé près d'1 million de personnes. D'accord? Parce que tout le monde a pris part à ce génocide. Enfin, toute la société a pris part à ce génocide. Donc, c'était aussi pour rendre compte de ça. Les prisons, elles étaient surpeuplées. Donc, il y avait aussi ce problème-là. Donc, vous voyez, c'est une justice horizontale. Tout le monde est exactement placé au même niveau, contrairement à ce modèle vertical de la justice prôné par la Cour pénale internationale, incarné par la Cour pénale internationale. Évidemment, ça pose tout un tas de problèmes, mais il y a quand même 1 million de dossiers qui ont été traités par ces tribunaux. Et c'est un peu le modèle de mes opposants à la CPI ougandais. Donc, ces opposants, ils défendent une approche horizontale de la résolution des conflits et leur idéal, donc les Ougandais, ils vont chercher leur propre tradition. D'accord? Les Rwandais, ils ont trouvé les gachacha. Et les Ougandais, les opposants à la CPI, ils vont réactiver leurs propres rituels ancestraux. Donc, au rang desquels, le premier, c'est le mato oput. Bon, ce qui veut dire littéralement boire la racine amère. C'est un rituel qui est médié par les anciens et c'est une cérémonie qui suppose que l'auteur reconnaisse sa faute, présente ses excuses et verse un dédommagement. D'accord? En temps de paix, le dédommagement en temps de paix prend la forme d'animaux offerts, béliers, chèvres ou taureaux. Les deux parties boivent ensuite un mélange de sang de mouton sacrifié et de mato oput, extrait d'un arbre du même nom, combiné à de la bière locale. En fait, ce geste vise, j'ai la photo, enfin j'avais trouvé une photo mais elle était trop petite, enfin vous les voyez vraiment les deux boire dans la même gamelle. Voilà, ce mélange qui est en fait une façon de ravaler sa colère. C'est une façon de ravaler sa colère et de ravaler l'amertume du passé. Alors d'autres rituels aussi ont été mobilisés comme Gomotang, le pliage des lances, ou le fait de marcher sur un œuf, symbole de pureté, d'innocence et de vie, utilisé pour accueillir les enfants enlevés de retour chez eux. Et ça marque aussi la réconciliation. Il y a eu aussi des cérémonies de purification, parce que les jeunes combattants qui étaient traumatisés par leurs actes voulaient se libérer des esprits des morts. En Acholi, ça s'appelle les Chen. Donc voilà, c'est l'esprit de quelqu'un que vous avez tué qui vient vous hanter la nuit.
Et dans certains cas, la réintégration passe aussi par des confessions publiques ou des aveux dans la famille. Et donc, voilà, les opposants à la CPI, ils ont dit, on ne veut pas de cette CPI, nous, on a nos propres rituels de pardon, de réconciliation, et donc ils ont réactivé ces rituels anciens. Et donc, au moment de l'intervention de la CPI, donc quand le procureur il décide d'envoyer ses enquêteurs sur les terrains, plusieurs dizaines de ces rituels ont été organisés dans des camps de déplacés, non sans difficulté. Le Mato Oput exige en effet une identification claire de l'auteur et de la victime, ce qui s'avère périlleux dans le contexte de meurtres de masse. Qui indemniser lorsque les victimes ne peuvent pas être clairement identifiées? Comme le résume un habitant du Nord, il y a eu tellement, il y a eu tellement de meurtres que personne ne sait qui a tué qui, alors qui avouerait quoi à qui? Voilà, ça c'est toute la difficulté quand vous voulez transposer des modèles de justice en temps de paix pour des actes qui ont été commis dans des circonstances exceptionnelles en temps de guerre. Et donc, une des tendances de ces cérémonies aussi a été de figer et à essentialiser la culture Acholi au-delà de leurs limites pratiques. Et ça suscite de nombreuses critiques. Donc, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, en fait. Donc, il y a une controverse, en gros, à cette époque-là. Et cette controverse, il y a eu des opposants à cette réactivation de ces rituels traditionnels. L'un de ces opposants est un anthropologue britannique. L'Ouganda est un ancien pays, une ancienne colonie britannique, donc il y a beaucoup d'anthropologues, surtout britanniques, mais aussi scandinaves, suédois plus particulièrement. Et donc là, vous avez un anthropologue qui s'appelle Tim Allen et qui est vraiment le plus grand opposant aux opposants à la CPI. Lui, il a mené une enquête dans les camps de réfugiés en 2004, alors que la LRA est toujours active. Il a interviewé 200 réfugiés qui vivaient dans ces camps de déplacés. Et en fait, les résultats de ces enquêtes montrent que, mais non, en fait, ils veulent bien que Joseph Kony, qu'il y ait des enquêtes contre Joseph Kony, contre les responsables de la LRA, contre les plus hauts responsables, et qui ne sont pas du tout favorables à ces rites traditionnels qui sont en fait une façon d'oublier. Pour eux, c'était de l'impunité et de l'oubli. Donc, ils n'étaient pas du tout d'accord. Et vous avez ce livre qui s'appelle Trial Justice qui résume assez bien en fait la controverse de l'époque. Et pour Tim Allen, son constat il est assez clair. Il reproche aux défenseurs de cette justice traditionnelle de dresser un portrait caricatural et figé des Acholi et de confondre guérison, réconciliation et justice. Certes, les prières peuvent aider les combattants traumatisés, les habitants traumatisés à se libérer du Tchen, c'est une sorte de psychanalyse post-guerre, mais ça ne permet pas d'établir qui sont les responsables des crimes. Et puis pour lui, cette justice, elle ne peut pas être l'affaire des seuls Acholi, mais doit impliquer l'ensemble de la société ougandaise. Donc ça, c'est la position de Tim Allen, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres ONG, d'autres chefs traditionnels, ils sont assez partagés. Mais vous avez aussi, par exemple, cette politiste qui est canadienne, qui s'appelle Erin Baines, qui a créé une ONG qui s'appelle Justice and Reconciliation Project. C'est une ONG qui, en fait, organise des prières collectives qui travaillent qu'avec des femmes victimes de violences de la LRA. Elle est vraiment défavorable à cette justice, à la CPI. Elle appelle, dans un document publié la même année où le procureur annonce l'ouverture de son enquête, Erin Baines appelle explicitement la CPI à s'abstenir de lancer des poursuites contre la LRA. Je la cite: tant que la sécurité de la population locale n'est pas garantie, aucun mandat d'arrêt ne doit être délivré. Mais son action va plus loin encore. Erin Baines, pendant ces cérémonies de prière collective, etc., elle va tout mettre en œuvre pour dissuader les femmes
à coopérer avec les enquêteurs de la CPI. D'accord ? Donc, au cours de ces rencontres, les participantes sont mises en garde contre les personnes blanches et les premiers venus qui chercheraient à recueillir leurs témoignages. Et il y a beaucoup de tensions à cette époque-là entre Tim Allen, donc l'anthropologue britannique, et Erin James de l'autre côté. Et voilà, c'est pas juste un débat idéologique, si vous voulez, c'est un débat qui a vraiment des effets très concrets sur le terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que 10 ans après, quand il y aura le premier procès contre quelqu'un qui s'appelle Dominique Ongwen, c'est un ancien enfant soldat jugé pour des crimes commis à l'âge adulte, donc il est jugé à la CPI. Les acteurs de cette controverse vont témoigner devant la CPI, mais selon les positions qu'ils ont occupées dans la controverse, ils vont témoigner soit pour l'accusation, soit pour la défense. Donc devinez, Tim Allen, il a témoigné pour l'accusation, et Erin James, elle n'a pas témoigné, mais 3 autres chercheurs qui soutenaient la même position qu'Erin James ont témoigné pour la défense. D'accord ? Et après, il y a d'autres anecdotes assez rigolotes que je peux vous raconter, mais combien de temps il me reste ? 7 minutes. 7 minutes, mais voilà, 7 minutes. Et donc vous voyez, donc les gens, bon, bref, en gros, les gens, ils veulent pas de cette CPI chez eux. Il y a aussi des critiques du néocolonialisme, etc. Ils veulent pas de la CPI chez eux. Et qu'est-ce qu'il fait en attendant notre cher Moreno Ocampo ? Lui, il envoie ses enquêteurs. Donc, c'est une équipe de 10 personnes c'était une enquête où il y a eu vraiment une abondance de preuves. Les preuves n'ont jamais posé problème dans cette enquête. En octobre 2005, il émet 5 mandats d'arrêt contre Joseph Kony et 4 autres hauts responsables de la LRA. Mais le problème, comme souvent avec la CPI, lui, il n'a pas de force de police. Donc, il a beau émettre des mandats d'arrêt, il ne peut rien faire sans la coopération des États. Or, que fait le président Museveni, dont vraiment littéralement, mais quelques jours après la mission de ces mandats d'arrêt, il demande à Moreno Ocampo de retirer les mandats d'arrêt parce qu'il a décidé de s'engager dans des pourparlers de paix avec Joseph Kony. D'accord ? Et là, donc alors même que Museveni avait saisi la CPI, que les relations avec Moreno Ocampo étaient plutôt bonnes, Moreno Ocampo, il vit ça comme un chantage. Donc, il vit ça comme un chantage. Il dit, mais non, mais la justice n'est pas une marchandise, etc., etc. Et Joseph Kony, il soutient exactement la même position que Museveni. Il dit, je ne vais pas signer des accords de paix tant qu'il y aura des mandats d'arrêt émis contre moi et mes commandants. Donc finalement, Moreno Ocampo, son mandat s'est terminé en 2012 et aucun accusé de la LRA n'a été traduit devant les tribunaux, donc il n'a rien pu faire. Joseph Kony n'a jamais signé ces accords de paix avec Museveni, enfin ça n'a rien donné. La LRA s'est repliée au Congo puis en République centrafricaine. Le groupe a été plus ou moins démantelé, mais je trouve que ça montre bien aussi l'impuissance et la vulnérabilité de ce procureur qui, alors même qu'il disposait d'une très grosse quantité de preuves, n'a rien pu faire. Et finalement, s'il y a eu un accusé, Dominique Ongwen, qui a été traduit devant la CPI, c'est uniquement parce qu'il s'est rendu volontairement. Il s'est volontairement rendu aux autorités centrafricaines. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on a eu un suspect ougandais devant la CPI. Donc voilà, j'ai trouvé que ce cas, désolé, ce n'était pas une présentation philosophique, mais je trouvais que ce cas était particulièrement éclairant pour travailler vraiment cette tension, cette friction entre paix et justice. Et là, je vais terminer là-dessus. Vous voyez aussi qu'il y a un décalage entre les attentes ou les exigences de cette justice pénale internationale, d'un côté, et les attentes locales, qui privilégie parfois des solutions de réconciliation perçues comme plus adaptées à la sortie d'un conflit violent. Il y a aussi 2 choses, vraiment là-dessus je vais terminer, il y a 2 choses que j'aimerais souligner, c'est les dimensions politiques de cette résistance à la CPI. Il y a quand même une lutte, dans ce cas, pour le contrôle du récit
voilà, pour le contrôle du récit, quel récit on propose de ce qui s'est passé, de l'histoire du conflit. Et puis, il y a aussi des enjeux de temporalité sociale. L'exigence d'une paix d'abord, justice ensuite, traduit la manière dont les sociétés cherchent à imposer leur propre rythme différent de celui des procédures internationales en vue finalement d'instaurer la paix.